Les festivités sont terminées et tout se met en place pour que les deux équipes viennent s'échauffer sur la pelouse du Stade de France. Venir sur la pelouse où on va jouer, c'est toujours une bonne chose parce que ça permet de prendre la température, voir l'état du terrain, ou encore se préparer à gérer l'ambiance. Surtout que le Brésil est à l'extérieur et la France à domicile. Ça permet aussi de faire ses routines d'échauffement pour se mettre en confiance. Donc au-delà de l'aspect physique, pour préparer son corps à l'effort, parce que ça en vrai on peut le faire n'importe où, venir sur la pelouse a surtout un impact mental. Les Brésiliens avaient leurs petites habitudes d'ailleurs, avec du jonglage et du jeu à deux ou encore quelques frappes. On voit ici les Bleus venir s'échauffer sous les encouragements d'un public acquis à sa cause. De l'autre côté, les Brésiliens s'échauffent comme contre les Pays-Bas et sont détendus et concentrés pour cette finale. Ça c'est ce que j'aurais aimé vous dire. On voit ici les Bleus venir s'échauffer sous les encouragements d'un public acquis à sa cause. De l'autre côté, les Brésiliens ne sont pas sur la pelouse et ne viendront pas avant la présentation des deux équipes pour les hymnes. Donc on est avant le coup d'envoi, et on a déjà eu le problème de la feuille de match, avec la rumeur du forfait de Ronaldo, et le problème des Brésiliens qui viennent pas s'échauffer. Si t'es Brésilien, déjà t'es pas serein avant même que le match commence. Il faut dire que la sérénité quand on est le Brésil et joueur de la Seleção, c'est pas toujours quelque chose d'évident, parce que vous êtes toujours attendu. D'ailleurs, après le premier match contre l'Écosse, la pression s'est accentuée, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques sur le jeu du Brésil. Le match avait été difficile. L'Écosse est arrivée avec une concentration et une débauche d'énergie qui tranchent avec leur soirée de la veille. The night before Scotland opened the World Cup against Brazil and we had a party. All the Scots boys were just, it was ridiculous. It was just an official who's who of Scottish people. It was just magical. And obviously Sean Connery was there, Sir Alex was there, Jackie Stewart, Rory Bremner, you name it. And it was just absolutely brilliant. And Sean, I can remember Sean just really let his hair down and had an absolutely fantastic time. Côté Brésil, on marche surtout par individualité et les occasions sont surtout créées de loin. Sur l'une de leurs rares incursions dans la surface écossaise, Boyd marquera contre son camp sur une occasion de Cafu. Sporting handshakes were exchanged after what was, in many people's opinion, the best opening World Cup match in years. Even the great Ronaldo looked to be very relieved to get a victory against Scotland. Le coach de l'Écosse, Craig Brown, a raison. Même s'ils avaient gagné, le Brésil n'avait convaincu personne. Il se devait donc de répondre dans le deuxième match contre le Maroc. En particulier Bebeto, cible des médias depuis l'éviction de Romario.
4 ans plus tôt, c'était un joueur majeur de l'équipe, et un des meilleurs joueurs du monde avec la Corogne. D'un point de vue technique, c'était un joueur qui multipliait les courses sur les côtés, déroutant, adroit devant le but. Et surtout, sa spéciale, c'était les reprises de volée. Alors, c'était pas au point du meilleur de tous les temps dans le registre, Jean-Pierre Papin. Le corner, tiré loin pour Papin, reprise de volée de Papin. C'est fabuleux! Mais il en a mis quelques-unes quand même plutôt pas mal. C'était aussi un joueur gentil et un cadre du Brésil. Sa première apparition en Coupe du Monde remonte au Mondial 90. En 89, un an plus tôt, à son prime selon ses propres dires, il a fini meilleur buteur du championnat de Rio, meilleur buteur de la Copa América 89 que le Brésil gagnera, meilleur joueur sud-américain de l'année et membre de l'équipe type sud-américaine. Pourtant, lors du Mondial 90, dont on avait déjà parlé concernant Romario, Lazzaroni en fera un remplaçant qui jouera 7 minutes en Italie. Seulement 7 minutes. Comment c'est possible? Lazzaroni avait décidé de fonctionner par duo. Careca était avec Müller et moi avec Romario. Mais comme Romario était blessé, je n'ai quasiment pas joué du tournoi. Pô, eu me entendia perfeitamente com o Careca. Eu não entendi nada, ele... Ah, cada tem sua dupla, Bebeto e Romário, então... L'image que nous avons tous de Bebeto, c'est pendant le Mondial 94, où il avait marqué le Mondial par sa célébration. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo où je vous montre que la première fois où il a fait cette célébration, c'était pendant le match de poule contre le Cameroun. Comme les autres, il avait un peu raté sa finale contre l'Italie. Magie du foot des années 90, ni faute ni carton, alors que Maldini a littéralement descendu Bebeto sans jouer le ballon. Champion du monde à 30 ans, il était un cadre, et par la suite il avait bien guidé la jeune génération pendant les Jeux Olympiques de 96 où il avait en plus terminé meilleur buteur de la compétition. Son attrait pour le collectif avait permis leur formidable duo avec Romario. Gentil comme je vous disais précédemment, mais pas sans personnalité, attention. À l'heure où je vous parle, Romario et Bebeto sont en froid parce que Romario accuse Bebeto de ne pas l'avoir suivi dans son camp politique. Alors qu'ils ont été amis et coéquipiers pendant des années. Ça, c'est les explications de Romario. Ronaldo Fenômeno. Fenômeno. Bebeto. Traidor. Cara. Bon, franchement, c'est totalement déplacé et hors sujet de la part de Romario. C'est pas parce que vous avez partagé des moments dans un vestiaire ou que vous êtes amis que vous devez forcément partager les idées politiques du dit ami. S'il n'est pas d'accord avec les idées politiques du camp de Romario, il est normal qu'il ne le rejoigne pas. Bref, dans ses dernières interviews, il s'est fait tirer dessus par Romario. Comme il s'est fait tirer dessus pendant la Coupe du Monde 98. En fait, il s'est fait tirer dessus par la presse à plusieurs reprises, et pas toujours à raison. L'exemple le plus marquant, c'est ce moment que tout le monde connaît du côté du Déport. Deportivo La Corogne, saison 93-94. Le grand Barça de Cruyff reste sur 3 titres d'affilée, mais rencontre un problème cette année. Un problème qui porte le nom du Deportivo La Corogne. Depuis la 14e journée du championnat,
les Galiciens sont en tête de la Liga devant le Barça. Mais les coéquipiers de Guardiola restent au contact du Déport. Lors de la dernière journée, le Déport est maître de son destin. Ils doivent gagner pour remporter la Liga ou au moins faire un résultat similaire à celui des Catalans. Mais bien qu'ayant été menés 2 fois au score, les coéquipiers de Romario, qui jouent au même moment que le Déport, remportent leur match 5-2. Ils se retrouvent donc à regarder la fin du match du Déport, qui accueille Valence et qui en 88 minutes n'est toujours pas parvenu à marquer le moindre but. Il reste 2 minutes et ce 0-0 fait les affaires du Barça dans leur quête d'un 4e titre d'affilée. C'est là qu'arrive l'action la plus importante de l'histoire de la Liga. Faute sur Nando dans la surface de réparation à la 88e. L'arbitre n'hésite pas. Penalty pour le Super Déport. Le titre de la Liga sur ce penalty. Jamais auparavant une course au titre n'avait atteint un point culminant aussi dramatique, et jamais une telle responsabilité n'avait reposé sur les épaules d'un seul homme, Bebeto. Mais ce dernier, qui est le tireur habituel, refuse de tirer le penalty. C'est Djukic qui se présente face au portier valencien et qui rate son tir au but. Le Déport ne gagne pas, et Bebeto sera critiqué pour avoir refusé de tirer le penalty décisif. Parce que c'est vrai que ça fait de lui une énorme craquette. C'est ce que j'aurais dit si ça s'était passé comme ça. Le titre de la Liga sur ce penalty. Jamais auparavant, une course au titre n'avait atteint un point culminant aussi dramatique et jamais une telle responsabilité n'avait reposé sur les épaules d'un seul homme. Par un concours de circonstances, c'est Djukic qui se retrouve face au portier valencien. En début de saison, le tireur de penalty était Bebeto. Mais, comme vous pouvez le constater, c'était devenu un exercice où il n'était pas en grande réussite. Il avait donc demandé à être relevé de ses fonctions dans le domaine, laissant Donato, expert des coups de pied arrêtés, ajouter les pénaltys à ses responsabilités de match. Seulement, Donato avait été remplacé, et celui qui suivait dans la hiérarchie définie des pénaltys était Djukic. Donc c'est pas Bebeto qui a refusé de tirer le pénalty à la dernière minute, la hiérarchie avait été décidée des semaines avant le match. Djukic rate le pénalty, et le Barça obtient son 4e titre d'affilée, en finissant premier à la différence de but. Aujourd'hui encore, vous trouverez des articles ou des gens qui vous diront que Bebeto avait refusé de tirer le pénalty décisif. Et il s'est fait tirer dessus pour ça. Parce qu'il est vrai que la hiérarchie des coups de pied arrêtés est rarement communiquée dans le foot, même aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que Bebeto n'était pas enclin à tirer ce pénalty. Mais cet épisode a dû avoir un effet sur lui, puisqu'il était dans la liste des 5 tireurs de la finale de la Coupe du Monde 94, en 5e position. Bebeto est quelqu'un d'émotif et sensible. Il a quitté le Deportivo parce que sa famille lui manquait au Brésil et qu'il est attaché à ses racines. Après le décès de sa grand-mère, il est revenu en Espagne au FC Séville. Et là, c'est le contraire de ce qui est arrivé à Romario à Valence qu'a vécu Bebeto. Le coach Camacho le voulait, mais pas le président avec qui il a eu des rapports difficiles. Après 5 matchs et des salaires non versés, il a quitté le club aussi vite qu'il est arrivé, et il est retourné au Brésil en quête de temps de jeu pour participer à la Coupe du Monde 98 en tant que super sub. Super sub, parce que l'émergence de Ronaldo l'avait poussé sur le banc. Son numéro 20 au lieu du 7 indiquait déjà son déclassement, et il l'acceptait. Seulement voilà, Romario a été écarté, et Zagallo en a fait un titulaire contre l'avis populaire et médiatique qui veut voir le prodige Denilson. Et pour être honnête, moi aussi j'avais envie de le voir Denilson. Le gars était le joueur le plus cher du monde, et dès qu'il avait le ballon, il était différent. Mais Bebeto avait de l'expérience, et même s'il n'avait pas fait le match de sa vie contre l'Écosse, il avait fait une passe décisive à César Sampaio. Bebeto et le Brésil avaient fait un match très moyen contre des Écossais, qui en plus avaient fait la fête la veille et étaient loin d'être à 100%. Mais devant les médias, 2 choses sont marquantes dans les déclarations d'après-match. Les coachs, Zagallo en tête, se montrent plutôt satisfaits de ce qu'a produit le Brésil. Nous leur avons donné de l'espace pour faire des courses en diagonale. Ensuite, l'Écosse nous a attaqués. En seconde mi-temps, nous avons tué leur mouvement. Ils n'ont tiré que de loin. La deuxième chose, ce sont les questions à propos de Giovanni, et il va se faire tirer dessus.
Chose improbable de nos jours, les commanditaires viendront de son équipe. Ronaldo déclare « Giovanni doit apprendre à se sacrifier, comme nous le faisons tous ». Zico, de son côté, qui militait pour la présence de Giovanni avant ce match, déclare ceci. Giovanni a joué un football bureaucratique. Dunga le termine même. Giovanni a 1% de chance de revenir dans le 11 de départ. Il devait presser dans l'axe et récupérer des ballons, mais il ne l'a pas fait. Il était lent, avec Leonardo c'était différent. Mais qu'en pense Giovanni lui-même, conscient d'avoir été fragilisé? Quand il rentre dans les vestiaires, il explose. Il retire ses chaussures et les balance, avant une prise de tête avec Zagallo qui lui rappelle que c'est lui qui décide. Juste à côté de lui, il y a Roberto Carlos qui lui dit « Calme-toi Giovanni, réfléchis bien ». Conscient qu'après cet épisode il ne jouerait plus, il a répondu à Roberto Carlos « J'imagine que si je demande à partir, les gars vont me tomber dessus ». Et il s'est calmé. Zagallo avait besoin d'un changement et il s'est servi du plus faible. Parce que personne n'aurait sûrement rien dit. Je n'étais pas titulaire avant cette Coupe du Monde. Il avait besoin que Leonardo entre en jeu. Bien sûr, j'étais perdu, c'était pas mon travail. Je ne jouais pas à mon poste. Je courais plus que jamais. Zagallo n'a jamais expliqué sa décision. Je me suis fait des illusions. C'est mieux d'avoir commencé sur le banc et de rentrer, que de faire plus ou moins le premier match, d'être sorti et de ne plus jamais jouer. Il m'a laissé comme un ennemi. Comment un entraîneur peut-il être en colère contre un joueur si nous sommes une famille? Et il y a des gens qui étaient bien pires que moi et qui ont joué toute la Coupe du Monde. Pour le reste du tournoi, ses joies se sont limitées à des promenades pendant ses jours de repos, à battre Rivaldo dans des matchs de ping-pong, et à avoir un score parfait lors des séances de tir au but. Est-ce que Zagallo regrette d'avoir emmené Giovanni finalement? Il a répondu que non. Il a dit qu'il ne regrettait pas de l'avoir emmené Giovanni à la Coupe du Monde, face au scepticisme sur la pleine forme de Juninho Paulista. Par contre, il a été surpris par les déclarations de Giovanni sur le fait de jouer trop défensif. Lui, il dit qu'il lui a demandé de jouer plus librement comme il le fait à Barcelone, mais qu'il ne l'a pas fait, et que c'est pour ça qu'il n'a pas joué. Giovanni a dit plus tard que s'il avait mal joué, c'est précisément parce qu'il avait pris très au sérieux les ordres tactiques défensifs de Zagallo, comprenant que « je pensais que ce que je devais faire était de me sacrifier pour le bien de l'équipe ». Roberto Carlos a demandé une seconde chance pour Giovanni. On ne peut pas le juger sur 45 minutes. Alors ça c'est amusant que ce soit lui qui prenne sa défense quand on sait que Giovanni et Roberto Carlos vont se brouiller quelques mois plus tard avant le Classico. Vous vous rappelez, on en a parlé dans l'épisode précédent. J'imagine que vous voulez savoir pourquoi Giovanni avait dit que Roberto Carlos était pas une bonne personne. J'en parlerai plus tard dans cette série, parce que le fait en question arrive plus tard dans le mondial. Mais pour le coup, Giovanni a raison. Parce que ce qu'a dit Roberto Carlos est inadmissible. Après ce match moyen, et tout le rififi autour de Giovanni, le Brésil est attendu lors du deuxième match, malgré la victoire. Bon, le lendemain, soins et repos, et le 12 juin, décrassage et spécifique gardien le matin. Entraînement à 16h. Samedi 13, huis clos stratégique sur coup de pied arrêté, encore une séance coup de pied arrêté, et entraînement technique l'après-midi. Dimanche 14, détente le matin, et opposition l'après-midi, 2 fois 35 minutes suivi par un peu de piscine. Lundi, départ pour Nantes avec le match contre le Maroc le mardi 16 juin. Les Marocains sortent d'un match nul où Moustapha Hadji s'était montré très entreprenant. Mais où leur équipe s'était montrée particulièrement vulnérable sur les coups de pied arrêtés. De plus, certains Marocains avaient des comptes à régler avec le Brésil. D'abord, lors de leur dernière opposition, il y a eu un énorme scandale. Le pénalty du 9 octobre 1997. J'ai rarement vu un scandale pareil, je vous laisse en juger. Et dire qu'il y en a encore qui critiquent le VAR. Parce que là, Tricky récupère le ballon proprement dans les pieds de Donizete, et ce dernier tape dans le sol. Même à vitesse réelle, tu vois que le joueur essaie de tirer, et la balle va de l'autre côté. Donc il peut pas y avoir faute. C'est Tricky qui pousse le ballon. À la rigueur, s'il y avait eu contact, ça aurait été faute de Donizete, parce qu'il aurait tiré dans la jambe de Tricky. Le pénalty sera manqué, mais le Maroc s'inclinera tout de même 0-2 grâce à un doublé de Denilson.
Et puis il y a ce geste. Si vous pensez qu'il est anodin, moi je ne le crois pas. L'auteur de cette faute est Saïd Chiba, et c'est pas la première fois qu'il affronte Ronaldo. Il l'avait croisé ici. Sur ce terrain, 2 ans auparavant. Est-ce que vous reconnaissez ce terrain? Il s'agit du stade de Compostelle, qui n'est plus dans l'élite aujourd'hui, mais qui était en Liga dans les années 90. Quand on voit ce terrain, cette image, quand on voit ce but de Romario, on ne peut penser qu'à une seule chose. L'action mythique de Ronaldo qui a immortalisé cet endroit. Eh bien, celui qui lui tire le maillot ici, c'est le Marocain Saïd Chiba. Ce but a fait le tour du monde, pendant des jours et des jours. Et évidemment, les acteurs de ce match en ont entendu parler pendant un moment. Je revois l'action, je me dis à ce moment-là, il fallait l'attraper, le mettre au sol, sans le blesser, mais au moins l'attraper par le maillot et l'arrêter, quoi. On m'appelait de France, les copains, Ronaldo, il vous a jonglé. Alors bien sûr qu'il a dû y repenser. Bien sûr qu'on a dû lui dire « t'aurais dû le casser ». C'est des choses qui se disaient à l'époque. Et même qui se faisaient. Sur cette action, ses intentions ne sont pas claires. Il veut lui tenir le maillot, mais en même temps, il veut pas vraiment faire faute. Parce qu'il lâche rapidement. Si tu veux faire faute, tu continues de lui tenir le maillot. Comme Ronaldo lui met un écart très vite, son maillot se retrouve totalement étiré et donc il le lâche pour pas faire faute. Derrière, il ne reverra plus que son numéro de maillot et le ballon au fond des filets. Pour en revenir à cette faute, je n'ai rien trouvé concernant son intentionnalité. Une déclaration de Chiba qui dirait que c'était le cas ou non. Mais moi je pense que consciemment ou inconsciemment, cette faute a été faite pour lui rappeler ce but et l'amoindrir. Il joue même pas le ballon là, hein. Il essaie même pas d'intercepter, de faire une passe ou autre. Donc il n'y a aucun doute sur le fait que c'était une faute volontaire. Il avait un compte à régler avec lui. Un carton pour ça? Vous aurez remarqué dans cette série que je vous dis souvent magie des années 90 avant un truc lunaire. Bah c'est parce que l'arbitrage était à la libre interprétation des arbitres. Il n'y a même pas eu faute. Alors le carton... Oui mais Pierre, c'est une grosse faute, les grosses fautes c'était sifflé quand même. Non, c'était à la libre interprétation des arbitres. Aujourd'hui ça s'est davantage uniformisé, c'est plus cohérent. C'est pas parfait, hein, mais c'est plus cohérent. Alors qu'avant tu peux passer de tout à rien d'un match à l'autre. Ce qui veut dire que ça, c'est carton rouge. Je veux bien que ça siffle, on peut en débattre, c'est pas le sujet. Et ça, c'est même pas sifflé. Pas de carton, pas de faute, rien du tout. Mais regardez-moi cette agression. Regardez la marque sur sa jambe. Ça a même pas ému l'arbitre. Hein. Pour lui, c'est réglementaire. Tout ça, y a pas de problème. Ça se siffle pas. Lunaire. C'était l'arbitrage dans le foot des années 90. Revenons-en à notre Brésil-Maroc. Mais malgré cette motivation, et un très bon niveau technique des Marocains, il va se passer 2 choses qui vont les plomber. D'abord, dans la zone de déséquilibre, ils n'arrivent pas à trouver la situation pour obtenir un bon tir. Et en défense, ils vont multiplier les erreurs. D'abord, à la 9e minute, cet alignement grossier va être sanctionné par le premier but de Ronaldo en Coupe du Monde. Un Ronaldo très en jambes, tout comme Rivaldo. Et une attaque mobile qui va mettre constamment sous pression la défense marocaine qui cédera une 2e fois par Rivaldo sur un centre de Cafu. Après l'alignement grossier, c'est le marquage grossier. La dernière erreur est encore plus grossière. Et quand tu commets ça face au meilleur attaquant du monde, c'est sanctionné dans la foulée. But de Bebeto qui marque également son premier but dans ce tournoi. Seule petite ombre à ce tableau, l'embrouille publique entre Dunga et Bebeto.
Pourquoi ils se sont pris le bec comme ça? Bah parce que Dunga a reproché à Bebeto de mettre trop de temps avant de se replacer. Quand je vous disais que Dunga ne plaisantait pas avec la discipline. « 3-0. Le Brésil a enfin rassuré. Il s'est qualifié en proposant enfin une performance digne de son statut de champion du monde et d'Amérique du Sud. Ce dernier match contre la Norvège, qui a encore un espoir de se qualifier, devra servir de confirmation. Seulement, il y a juste un petit problème. Je vous avais dit qu'à cette époque, le vainqueur du mondial était directement qualifié pour le mondial d'après, et ne jouait que des matchs amicaux. Eh bien, pendant ces 4 ans, si on accepte la Gold Cup et les Jeux Olympiques, où le Brésil n'a pas envoyé son équipe type pour ces 2 compétitions, ils n'ont perdu que 2 matchs en 4 ans. Contre qui? Contre l'Argentine, juste avant le mondial, on en a parlé, et contre la Norvège, 1 an plus tôt. Les Norvégiens n'ont donc absolument pas peur des Brésiliens, et comptent bien gagner ce match pour accéder au second tour. Au-delà d'être un excellent dribbleur, Denilson apporte de la percussion et crée des situations qui amènent des buts. Rien à voir avec le joueur qui deviendra par la suite.